Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une vidéo dans laquelle on traite une application d'ouvrage de soutènement. Il s'agit de la stabilité d'une paroi moulée. Le cas étudié, c'est un bâtiment à construire au centre de Tunis. Ce bâtiment comporte 2 sous-sols et 8 étages. Cette construction, elle est projetée en centre-ville, donc elle est entourée de bâtiments qui sont assimilés à une surcharge supposée uniforme et verticale de valeur Q égale 15 kPa. Évidemment, lorsque on va engager les travaux des sous-sols, on va être en présence d'une excavation jusqu'à 6 mètres de profondeur, dont il faut assurer la stabilité, notamment vis-à-vis de la poussée du sol en phase des travaux. Pour ce projet, la coupe géotechnique et les données sont comme suit. Donc, la reconnaissance géotechnique du sol a comporté 2 sondages carottés, SC1 et SC2. Et la coupe géotechnique, elle est synthétisée dans le tableau que l'on voit ici. Et on ajoute que le niveau de la nappe a été rencontré à 2 mètres de profondeur par rapport à la surface du sol. Alors, pour toutes les couches du sol que l'on peut énumérer ici, on va adopter un poids volumique total égal 18 kN par mètre cube. Alors, ces couches en question sont une couche de remblai de 3 mètres d'épaisseur, une couche d'argile sableuse numéro 1 également de 3 mètres d'épaisseur, une argile citeuse grise d'épaisseur 3 mètres et une argile sableuse numéro 2 dont l'épaisseur atteint 21 mètres. Alors, on voit ici, à partir des sondages carottés et des essais que l'on a fait, notamment les essais de résistance au cisaillement, on a des valeurs de la cohésion non drainée à partir du sondage SC1, les valeurs à partir du sondage SC2, et on a les valeurs de C' et Φ', l'angle de frottement drainé, et la cohésion drainée pour ces 4 couches-là. Alors, il s'agit d'étudier la stabilité d'une paroi moulée dont la longueur est égale à 15 mètres, c'est-à-dire la paroi à mettre en place va atteindre par rapport à la surface du sol 15 mètres, de sorte que elle va bien sûr traverser la couche de remblai de 3 mètres, de l'argile sableuse grisâtre et de l'argile sableuse numéro 2. Ça veut dire que nous allons avoir 3 plus 3 plus 3, 9, on va avoir 6 mètres. Cette paroi est encastrée de 6 mètres dans la couche d'argile sableuse numéro 2. Et de ce fait, bien sûr, l'excavation va être par étapes. Nous allons considérer 3 cas d'étude. Dans une première étape, CE1, donc nous allons atteindre 3 mètres de profondeur. L'excavation va être de profondeur 3 mètres. Et pour cette étape-là, bien sûr, on va étudier la stabilité de la paroi, ainsi projetée. Dans une deuxième phase, nous allons continuer l'excavation jusqu'à 6 mètres et vérifier si sa stabilité est assurée. Dans le cas où elle ne l'est pas, on se propose de mettre un butant pour améliorer la stabilité de cette paroi. Donc voilà un aperçu général sur les 3 cas d'étude qui vont être analysés. On rappelle que le niveau de la nappe est à 2 mètres par rapport à la surface du sol. Nous avons ici les 4 couches et nous avons la valeur de la surcharge. Rappelons que l'épaisseur de la paroi moulée est de 3 mètres. Alors, pour étudier cette stabilité, bien sûr, la stabilité elle est étudiée vis-à-vis du déplacement horizontal lorsque on va avancer au fur et à mesure de l'excavation. Pour cela, on adopte la théorie de Rankine pour le calcul des contraintes horizontales. Alors, la vérification de la stabilité se fait
en déterminant un coefficient de sécurité minimum entre, bien sûr, ce qu'on appelle les forces résistantes et les forces motrices. Pour deux cas. Le cas à court terme, le coefficient de sécurité minimal requis est de 1,15, et à long terme, ce coefficient il est égal à 1,25. Alors, pour la stabilité à court terme, on va bien sûr utiliser les valeurs de la cohésion non drainée fournies dans le tableau. Alors, à ce sujet-là, l'ingénieur qui est chargé de l'étude géotechnique, il a considéré les valeurs de CU obtenues, déterminées, pour le sondage carotté numéro 2. Alors on pose la question, d'après vous, ce choix repose sur quelle considération? Et pour l'étude du problème, nous allons adopter ce choix-là également. Alors lorsqu'on voit les valeurs de CU dans le tableau fourni, on voit que les valeurs de la cohésion non drainée pour le sondage carotté et C1 sont respectivement de 35, 40, 42 et 45. Alors que pour le sondage carotté numéro 2, ces valeurs sont 20, 17, 27 et 30. Et on voit que ces valeurs de CU déterminées sur les échantillons prélevés du sondage carotté numéro 2 sont bien inférieures à celles qui ont été obtenues pour le sondage carotté numéro 2. De ce fait, c'est une réaction, on va dire, évidente pour l'ingénieur. On considère toujours la résistance la plus petite pour se mettre du côté de la sécurité pour le dimensionnement envisagé. Donc, pour la paroi, également pour la fondation du bâtiment. Alors, pour la première étape, l'excavation du premier sous-sol jusqu'à 3 mètres de profondeur. La question suivante. Sachant que les travaux d'excavation vont prendre 2 mois, donc pour étudier la stabilité de la paroi moulée, la question est: est-il suffisant de considérer seulement le cas court terme? Ou bien il faut considérer la vérification à long terme? Justifiez votre réponse. Alors la réponse est comme suit. C'est que au cours de 2 mois, puisqu'on a des couches d'argile, ces couches d'argile n'ont pas le temps de se consolider jusqu'à un certain degré minimal pour dire que l'on peut considérer la stabilité à long terme. C'est-à-dire, les 2 mois ne sont pas suffisants pour permettre d'envisager la vérification de la stabilité à long terme. Donc, la stabilité à court terme est suffisante pour l'étape CE1. Alors, bien sûr, concernant cette étape, nous allons en premier lieu déterminer les expressions des contraintes de poussée et de butée, en supposant qu'elles soient égales aux intercouches. On fera un petit commentaire à ce sujet. Et par suite, les forces correspondantes. Ensuite, il faut représenter les diagrammes des contraintes horizontales et les forces correspondantes. Et bien sûr, il faut déterminer la valeur des coefficients de sécurité qu'on va noter FC3, court terme à 3 mètres de profondeur, qui correspond à la première étape, voir la figure. Et on va tout simplement vérifier est-ce que la stabilité de la paroi est vérifiée. Donc ici, nous remettons le schéma concernant le cas d'étude numéro 1. Donc on a l'excavation jusqu'à 3 mètres. Et dans cette configuration-là, donc nous allons considérer l'action de la poussée du côté droit et l'action de la poussée de l'action de la butée du côté gauche. C'est-à-dire que on va considérer cette paroi moulée comme étant un soutènement simplement buté au pied. Alors, pour calculer ces contraintes de poussée et de butée, sachant que dans le cas à court terme, et que les couches d'argile ont un angle de frottement à court terme négligeable, égal à 0, donc il faut faire ce calcul en contrainte totale. Donc, lorsqu'on va calculer les contraintes de poussée, nous trouvons z égale 0 que la contrainte est négative, alors que z égale 3, à la base de la couche de remblai, la valeur devient positive. Ceci
nécessite de déterminer la profondeur à partir de laquelle la contrainte de poussée devient positive, c'est-à-dire le lieu où sigma p égale à 0. Alors, cette profondeur dans la couche de Remblai est presque de 1,4 mètres. Donc nous avons une répartition triangulaire de la force que nous allons montrer. Et on va calculer la force de la poussée comme l'aire du diagramme triangulaire qui entre 0 en z égale 1,4 mètres et 29 en z égale 3 mètres. Donc 0,5 fois 29 fois 1,61, c'est-à-dire 3 moins 1,4 presque, ça donne 23, 34, 5. Alors on va faire de même pour la couche d'argile sableuse numéro 1. Après avoir calculé la valeur de la contrainte de poussée à 6 mètres, donc la valeur de la contrainte de poussée, comme vous le voyez ici, c'est sigma b, 18 fois 6, plus la valeur de la surcharge qu'on suppose uniforme et qu'elle s'étend donc uniformément en profondeur, moins 2 CU. Alors CU, c'est la valeur de CU pour la couche numéro 2. On trouve 89. Donc, sachant qu'on a déterminé 29 à 3 mètres, 89 à 6 mètres, et on détermine la valeur de la force P à S1, la valeur de la poussée dans la couche d'argile sableuse. Et de la même manière, nous allons déterminer pour Z égale 9 mètres la contrainte de poussée, et on va déterminer la force de poussée pour la couche d'argile sableuse, et finalement, on va calculer la contrainte de poussée à 15 mètres, et ensuite déduire la force de poussée dans la couche d'argile sableuse numéro 2. Bien sûr, l'ensemble de ces forces de poussée vont nous permettre de calculer la résultante, c'est-à-dire toutes les forces de poussée exercées dans les 4 couches du côté droit, dont la résultante vaut 1562 kN par mètre linéaire. Pour la contrainte de butée, alors à court terme, c'est ça l'expression, sigma b plus 2 fois cu. On voit que nous devons calculer la contrainte de butée à partir de z égale 3, parce que nous avons une excavation donc jusqu'à 3 mètres, donc il n'y a pas de sol entre 0,3 et 3 mètres. Alors la contrainte de poussée est égale à 34, déjà à 3 mètres, c'est-à-dire sigma b égale 0, plus cu égale 34, et z égale 6 mètres, bien sûr, on va faire pareil, 18 fois 3, plus 2 fois 17, égale 88. Et de la même manière, nous allons calculer la résultante qui est l'aire du diagramme. Alors, 1 demi fois 34 plus 88 multiplié par 3 l'épaisseur de la couche. Et ainsi de suite. Nous allons calculer la contrainte de butée à 9 mètres. Et en présence de l'excavation de 3 mètres, on va avoir 6 mètres de sol. On calcule bien sûr cette valeur et par la suite on déduit la force de butée dans cette couche d'argile sableuse grisâtre. De la même manière, on va aller jusqu'à 15 mètres, de sorte que la contrainte de butée soit égale 18 fois 15 moins 3, c'est-à-dire 12, plus 2 fois 30, la collision lambrinée de la couche numéro 4, égale à 276, et par la suite, nous allons déduire la force de butée. Alors, la résultante des forces de butée, qui sont appliquées du côté gauche, c'est la somme de ces trois forces-là, qui donne 1872 kN par mètre linéaire. Bien sûr, le coefficient de sécurité, comme on a dit, c'est exactement quoi? C'est les forces résistantes, la somme des forces résistantes, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est la résultante des forces de butée, divisée par la somme des forces motrices, c'est-à-dire la somme des forces de poussée qui ont été déterminées juste avant. Et on voit que ce coefficient est presque de 1,2. Sachant que la valeur requise pour la stabilité à court terme, c'est-à-dire sur 2 mois, on ne demande pas un coefficient de sécurité, on va dire important, on voit que le coefficient de sécurité CT3 est supérieur à la valeur minimale 1,15. Donc, on peut dire que la paroi est stable à court terme dans cette première étape d'excavation jusqu'à 3 mètres de profondeur. Alors, comme on demande de représenter les diagrammes
et également les forces. Sur cette figure-là, nous avons la représentation de tout ce qu'on a déterminé auparavant. Donc en premier lieu, ça c'est le côté de la poussée, à droite, où il y a la surcharge, mais là c'est un diagramme de contrainte. Ça c'est la contrainte de poussée, sigma p, ça c'est la contrainte de butée, pour lesquelles je précise, il n'y a pas la même échelle, parce que les valeurs des contraintes sont relativement grandes pour la butée. Donc on voit qu'à peu près, comme on a dit que la contrainte de poussée est nulle pour z égale 1,4, et la valeur à z, 3 mètres, elle est de 29, ce petit triangle-là, sa surface vous donne la force de la poussée dans le remblai. Alors que dans les autres couches, nous avons calculé les contraintes, comme on a vu, 3, 6, pour lequel on déduit la force de poussée dans la couche numéro 2, 1 SA, sableuse numéro 1, et pareil pour l'argile sableuse grisâtre et l'argile sableuse numéro 2. Alors, concernant l'hypothèse d'égalité des contraintes, au fait, la contrainte horizontale entre deux couches, elle présente une discontinuité. Pourquoi? Parce que les caractéristiques des deux couches sont différentes. Donc, si je considère la contrainte de poussée, à 3 mètres moins 1 cm, on est dans le sol, on est dans le remblai pour lequel la cohésion est égale, je pense, à 17. Alors que si on est à 3 mètres plus 1 cm, on est plutôt dans la couche d'argile sableuse, numéro 1, et pour lequel la cohésion membrée, elle a une valeur différente. Sigma V à 3 mètres, c'est toujours 18 fois 3, mais si vous enlevez moins 2 CU pour le remblai, vous allez trouver cette valeur. Mais si vous allez enlever moins de CU de l'argile sableuse, vous allez trouver peut-être une valeur plus petite, parce que la cohésion membranée, je pense qu'ici, elle est un peu plus grande. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une discontinuité. Bon, si nous allons supposer que les deux contraintes sont égales, on va rester du côté de la sécurité, sachant que la cohésion membranée elle est plus petite pour la couche numéro 1. Donc elle a une valeur de contrainte de poussée à 3 mètres plus grande par rapport à une cohésion membranée supérieure pour la couche numéro 2. Donc, comme on l'a fait pour l'ensemble des contraintes de poussée et des forces de poussée, on va faire pareil pour les contraintes de butée. Donc ici on trouve les valeurs qu'on a calculées, 34, 88, 162, 276, et en prenant bien sûr l'aire ces trapèzes qui correspondent aux répartitions de contraintes, vous allez déterminer l'ensemble des forces. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape, excavation à 6 mètres de profondeur. C'est le cas CE2. Alors, ces travaux nécessitent 3 mois. Et on va suivre la même démarche que nous avons adoptée pour le cas numéro 1, c'est-à-dire lorsqu'on a considéré l'excavation jusqu'à 3 mètres. Nous allons calculer le coefficient de sécurité FC T6, court terme à 6 mètres, et on nous demande de vérifier que le coefficient de sécurité CT3, pour la première étape, il est supérieur à celui de FCT6. Alors, nous allons faire des calculs qui sont pareils. Alors, pour ce cas d'étude numéro 2, rien ne change pour les contraintes de poussée. Pourquoi? Parce que nous avons la poussée depuis la surface du sol jusqu'à, on va dire, la pointe de la paroi moulée. Ce qui va changer, ce sont les contraintes de butée. Pourquoi? Parce que si l'excavation va aller jusqu'à 6 mètres, ça veut dire que sigma V à 6 mètres est égal à 0. Donc, lorsque je considère qu'il y a les deux premières couches qui sont enlevées, je calcule la contrainte de butée en Z égale 6 mètres comme 0 pour sigma V, plus 2 fois CU de la troisième couche, qui donne 54. Et en Z égale 9, on va avoir, donc 9 moins 6, ça fait 3, 18 fois 3 pour la contrainte verticale, plus 2 fois 27, la valeur de CU. D'accord? Et on calcule de la même manière la force de butée, comme étant la somme pour le trapèze de petite base plus grande base divisé par 2 fois l'épaisseur. Et de la même manière, bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que
lorsqu'on va calculer les contraintes de butée pour ce cas numéro 2, on va avoir des contraintes de butée plus petites, et par suite, la résultante des forces de butée va être plus petite, parce que nous allons avoir juste deux forces, et leur somme est égale à 933. Alors, dès ici, sans avancer plus, on voit que puisque le coefficient de sécurité, c'est la somme des forces résistantes sur la somme des forces motrices restent les mêmes, mais les forces résistantes diminuent. Donc le coefficient de sécurité qu'on va trouver, il va être plus petit que le premier. Mais le plus important, lorsqu'on fait le calcul, on va trouver que le coefficient de sécurité il est insuffisant, parce que sa valeur est à peu près de 0,6. Donc ça veut dire que la paroi n'est pas stable. Donc ça veut dire qu'il faut chercher une solution pour rendre la paroi stable lorsqu'on atteint l'excavation à 6 mètres de profondeur. Alors ici, nous montrons la configuration jusqu'à 6 mètres de profondeur. Et nous avons dit que on a la même chose pour la poussée. Mais pour la butée, vous voyez qu'on a juste deux forces. Alors, ici, vous voyez un petit détail sur ce schéma-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Par rapport à la verticale, pour certains cas, on peut supposer que la paroi, en s'inspirant des méthodes de calcul de pale planche, que la paroi peut pivoter autour d'un point, quelque part ici. Mais ceci, bien sûr, c'est toujours une hypothèse ou un mécanisme que l'on peut imaginer. Mais dans le cas de figure, il ne peut pas être envisagé parce que tout simplement cette couche est suffisamment résistante pour dire qu'on ne peut pas avoir ce mécanisme-là que l'on peut considérer pour des pales planches dans une autre configuration de coupe géotechnique. C'est-à-dire qu'on considère toujours les contraintes de poussée à droite et les contraintes de butée à gauche. Et là, vous voyez ici comment juste on calcule les contraintes de poussée et de butée. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'assurer la condition FCT6 égale 1,15. Ce coefficient de sécurité, préalablement, on l'a trouvé égale 0,6. Alors, ça veut dire qu'avant de continuer l'excavation, lorsqu'on est à 3 mètres de profondeur, on va placer des butants. Les butants, ce sont des éléments rigides qui permettent pratiquement d'annuler le déplacement de la paroi là où ils sont appliqués. Mais ils vont bien sûr nous donner une force supplémentaire pour assurer la stabilité. Alors les butants qu'on va mettre vont l'être à partir de la profondeur de mètre de la surface du sol. Et bien sûr, on va les mettre tous les mètres linéaires, chaque mètre. Alors la question est de déterminer la force horizontale développée dans les butants, placés tous les mètres, qui travaille essentiellement la compression. On va dire à quoi va servir cette force que nous allons déterminer. Alors bien sûr ici, nous allons calculer cette force de sorte à écrire que le coefficient de sécurité est égal à 1,15. Donc la somme des forces motrices inchangée, 1562 kN. La force de butée, la résultante, égale 933. Bien sûr, lorsqu'on va mettre le butant du côté d'excavation, la force dans le butant, elle va s'ajouter aux forces résistantes. C'est-à-dire la somme des forces résistantes va être égale à la somme des forces de butée calculée, plus la force dans le butant. Cette somme de forces résistantes doit être égale à 1,15 fois la somme des forces motrices qu'on a ici. Donc ça veut dire que nous allons déduire la force dans le butant à partir de cette équation. Et on trouve qu'elle est égale à peu près 864 kN par mètre linéaire. On rappelle encore, puisqu'il s'agit de force par mètre linéaire, il faut que mettre un butant tous les mètres dans le sens de, on va dire, la longueur de la paroi comme étant un ouvrage de soutènement, parce qu'on fait une étude plane. Donc, cette force, elle va servir à quoi? Bien sûr, lorsque nous allons mettre des éléments rigides pour annuler le déplacement horizontal, il faut que cette force-là qu'on a calculée soit une force admissible vis-à-vis de la résistance à la compression du matériau qui constitue les butants.
Donc ça veut dire, d'une autre manière, si je connais la contrainte admissible vis-à-vis de la compression du butant, cette force va servir pour choisir la section nécessaire du butant pour qu'il résiste avec une résistance admissible vis-à-vis de la compression est égale à 864 kN par mètre linéaire. Alors, la troisième étape, bien sûr, nous allons donc avoir la présence d'un butant et l'excavation jusqu'à 6 mètres. Mais, bien sûr, le butant il est mis à partir de l'excavation 3 mètres. Donc, lorsqu'on va cumuler la première étape et la deuxième étape, on arrive jusqu'à 6 mètres. La troisième étape, déjà, elle nécessite 6 mois, au bout desquels la nécessité, c'est-à-dire la troisième étape, c'est la troisième étape où on va envisager, bien sûr, d'étudier les fondations, de réaliser les fondations. Donc, ça veut dire que la présence du butant pour cette paroi-là, avec 6 mètres d'excavation, il va avoir lieu sur une grande période. L'excavation est atteinte, mais ensuite on va bien sûr calculer les fondations. Et de ce fait que nous devons calculer, nous devons vérifier la stabilité de la paroi moulée à long terme. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, on peut donc voir que la résistance de l'argile s'approche beaucoup plus du long terme qu'à court terme. Alors pour ce calcul, on suppose que les pressions de l'eau sont statiques, on va le voir, parce qu'il va y avoir une différence d'eau. Alors, on demande de faire une figure qui illustre le diagramme des contraintes et de calculer le coefficient de sécurité à long terme, cette fois-ci, pour l'excavation à 6 mètres. Alors ici, nous voyons que pour les caractéristiques à long terme, nous avons une cohésion effective qui est égale à 0, alors que les angles de frottement sont différents à partir de 21 jusqu'à 27. Sont des argiles normalement consolidées puisque c'est prime égale à 0. Alors les contraintes de poussée et de butée vont être calculées juste avec le terme qui contient le coefficient de poussée et de butée. Donc ici, alors, pas très lisible pour les équations qui sont prises du même schéma, deux schémas sur le tableau. Donc ici nous avons sigma b plus la surcharge fois tangente carré pi sur 4 moins pi sur 2. Et comme c' égale 0, moins 2 c' tangente pi sur 4 moins pi sur 2. Alors que pour la butée, nous avons juste sigma b sans surcharge fois tangente carré pi sur 4 plus pi' sur 2. Alors ici, nous avons les valeurs des contraintes de poussée à 3 mètres. Cette valeur-là, c'est bien... alors là, ici, il faut faire attention, parce qu'on calcule en contrainte effective, nous avons 18 fois 2, c'est-à-dire la nappe n'est pas, bien sûr, le sol n'est pas saturé ici, on va prendre 18 fois 2, plus 8 fois 1. Vous voyez ici, 8 fois 2 plus 8. D'accord? Donc ça, c'est la contrainte verticale qu'il faut multiplier, à laquelle il faut ajouter 15, la valeur de la surcharge, et par la suite, tangente carré pi sur 4 moins phi' sur 2. Phi' égale 21 divisé par 2, 17,5. Donc, et vous calculez les valeurs ainsi de suite. Pour à 3 mètres, on va prendre le phi', bien sûr, de la première couche. On ne va pas calculer la contrainte à 3 mètres, on va supposer que c'est la même valeur qui est ici. Okay. D'ailleurs, on est côté de la sécurité parce que le phi' de la couche numéro 2, bien que très proche, est plus grand. Et ainsi de suite, vous allez calculer les contraintes de poussée à 6 mètres, à 9 mètres et à 15 mètres. Et vous avez des diagrammes triangulaires trapezoïdales. Ce sont des contraintes effectives. Vous voyez, sigma prime, sigma prime, sigma prime sont des contraintes effectives. Alors, il faut ajouter la pression de l'eau. On nous a dit, on va considérer qu'elle est statique. Soit statique, pourquoi? Parce que la différence du niveau d'eau entre 2 mètres, on va dire, et à 6 mètres, va nécessiter un écoulement d'eau comme ça, qui traverse les couches d'argile qu'on voit ici, mais qui ont une perméabilité très faible. Alors il est très difficile dans cette phase
phase-là d'atteindre ce qu'on appelle l'écoulement d'eau à long terme. C'est pour cela que nous allons considérer des pressions statiques ou en négliger l'écoulement de l'eau. Alors de la même manière pour la butée, donc en utilisant sigma prime B égale sigma prime V tangente carré pi sur 4 plus phi prime sur 2, on va avoir ces valeurs-là, et on va ajouter bien sûr le diagramme de la pression de l'eau, mais à partir de 6 mètres jusqu'à 15 mètres. Donc là on a 130 kPa pour la pression interstitielle, et là on a 80. Donc ça c'est le détail bien sûr de calcul des contraintes de poussée et de butée à long terme et la pression de l'eau. Alors ici on remet les valeurs des forces qu'on a montrées pour les 4 couches et la pression de l'eau. Pour la butée on a juste 2 forces de butée à long terme parce qu'il y a 2 couches et la pression de l'eau. Okay. Et par la suite, comment on va s'écrire ce coefficient de sécurité à long terme pour un CT6? Il va être égal à la somme des forces de butée plus la force de la pression de l'eau, plus, n'oublions pas, la force dans le butant, qui est placé à 3 mètres. Alors que ici, vous allez avoir la somme des forces P' pour la poussée et la pression de l'eau de la poussée. Alors, tout calcul fait avec les valeurs que vous voyez ici, on trouve que le coefficient de sécurité est de 1,28, qui est supérieur à 1,25, la valeur minimale requise pour le long terme. C'est-à-dire que, on conclut que la présence du butant est, en considérant la stabilité de la paroi à long terme pendant toute la phase d'exécution des fondations, à long terme, la paroi reste stable dans cette dernière phase. Alors pour le dimensionnement final, il faut ajouter que le dimensionnement qui est fait ici par le calcul comme étant pour la paroi un rideau simplement buté objet, bien sûr c'est un calcul de stabilité interne, mais par la suite il faut vérifier à l'aide d'un logiciel que la paroi, lorsqu'on considère les mêmes données, que le déplacement horizontal va rester admissible, notamment en tête, en faisant un calcul d'interaction sol-paroi, d'accord, et par lequel vous déterminez à la fois les efforts intérieurs dans la paroi moulée et notamment le déplacement horizontal. Alors la deuxième partie pour ce cas d'étude, elle va être réservée à une variante de fondation superficielle avec les mêmes données. Donc c'est, on va dire, l'objet d'une prochaine vidéo. Je rappelle que vous pouvez télécharger les chapitres du polycopier du cours Mecasol à partir de ce site-là, www.geosympro.tech. Et je vous remercie pour votre intérêt, toujours à la chaîne Mounir Bouassine. Au revoir.